parler de la mangrove. Les mains, on vous écoute. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? J'imagine que vous en avez entendu parler, le terme mangrove. Alors, qu'est-ce que c'est? Une mangrove, en fait, c'est un terme désignant une forêt littorale amphibie que l'on retrouve dans les régions côtières tropicales et subtropicales. C'est un écosystème assez particulier qui est à la fois terrestre et marin et qui est souvent caractérisé par la présence d'une flore spécifique. On y retrouve par exemple les emblématiques palétuviers, ces arbres dont les racines s'enfoncent dans des eaux saumâtres chargées en vase et en limon. En fait, c'est assez proche du marais, à la différence que l'eau ici est d'origine maritime. Ça va aller les invités, vous ne vous étouffez pas? Non. Ça a l'air d'aller. On reprend son souffle et on est parti. Alors, donc je disais qu'une mangrove, en fait, c'était assez proche d'un marais, à la différence que dans les mangroves, l'eau est d'origine salée. C'est de l'eau maritime, en fait, qui passe dans ces espèces de forêts suspendues. La mangrove forme donc une architecture végétale et biologique unique et est considérée comme l'un des 14 biomes terrestres. Donc, je vous disais que la faune et la flore y étaient assez spécifiques, mais comment, en quoi précisément? Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ces lieux-là? Tout d'abord, au niveau de la faune, la mangrove est le lieu de vie de nombreuses espèces animales, dont bon nombre d'oiseaux. Pour des petits noms d'espèces, on peut y trouver la fricate superbe, le pélican brun, l'aigrette neigeuse, la grande aigrette, le héron vert et aussi le héron garde-bœuf. On retrouve cependant une majorité d'espèces amphibies, ce qui est assez logique puisque, je l'ai dit, c'est un univers qui est les pieds dans l'eau. Parmi ces espèces, on retrouve les périophthalmes, oui, j'imagine que c'est écrit comme ça, ou périophthalmes peut-être, qui sont des poissons capables de survivre de longues périodes et de se déplacer hors de l'eau, ainsi que des crabes violonistes, appelés ainsi en raison de leur pince surdimensionnée par rapport à l'autre. Il y a également évidemment des insectes et reptiles, des moustiques qui vont vous agacer, et plus spécifiquement, on trouve dans des mangroves comme à Bornéo, un des derniers refuges des tigres du Bengale, des cerfs axis et encore des singes nasiques. Le singe nasique, c'est une espèce de singe en fait qui a un nez très proéminent et du coup on l'appelle nasique à cause de son nez. Voilà. Oui, mais et donc, niveau de la flore, comme je le disais, on retrouve plusieurs espèces de palétuviers qui sont les arbres un petit peu emblématiques, ainsi que de l'amarante et des broméliacées. Cette diversité est assez restreinte, mais cela s'explique par le contexte très particulier de développement de ces plantes. En effet, la mangrove étant un territoire périodiquement immergé par les marées, l'eau à laquelle sont exposés les végétaux est saumâtre, salée, et les racines des plantes doivent être en capacité d'éliminer les ions du sel néfastes à leur survie. Le plus dur pour les espèces végétales est donc de récupérer des nutriments dans ce milieu. L'oxygène étant peu disponible en plus dans un sol saturé d'eau. Afin de subvenir à leurs besoins, les systèmes racinaires des espèces se sont donc modifiés afin de pouvoir puiser directement les gaz dans l'atmosphère et être capables de les stocker pour les redistribuer lorsqu'ils se retrouvent immergés pendant la marée haute. Ce qui donne les structures un petit peu spectaculaires, des troncs qui se tordent un petit peu au-dessus des eaux. Mais comment se forme une mangrove, me direz-vous? Et oui, Jamie, c'est très simple. Il existe 3 types de mangroves. La mangrove du bord de mer, tout d'abord, qui est composée essentiellement de palétuviers rouges qui peuvent atteindre des hauteurs assez conséquentes, 8 mètres notamment. Il y a également la mangrove arbustive, dont la composition florale est plus variée et change en fonction de la salinité du lieu. Il peut y avoir 4 types de palétuviers dans ces genres de mangroves, mais avec des hauteurs plus petites qui ne dépassent pas les 2 mètres. Les sols sont également parsemés d'arbres morts et on a plus de matière en suspension. On parle parfois d'étangs bois secs pour qualifier ces environnements. Il y a enfin la mangrove haute et les peuplements périphériques aux mangroves qui peuvent accueillir tout type de palétuviers qui culminent autour de 10 et 20 mètres de hauteur. On parlera notamment du palétuvier blanc de la mangrove qui fait office de frontière en fait, avec les vrais marécages et les marais environnants. C'est dans ce type de mangrove que peut par exemple se développer la fougère dorée, qui a un nom très sexy grâce au couvert assez clair offert par les palétuviers. Et je vais passer le micro à Juliette qui va vous parler un petit peu des bénéfices de cet environnement et de tout ce qui est lié à leur utilisation. Merci Morgane. Donc, la mangrove, c'est un écosystème qui fait partie des plus productifs de la planète, au même titre que les récifs coralliens et des forêts tropicales. En effet, les reptiles et les mammifères y ont trouvé un certain refuge, de même que pour de nombreux poissons et crustacés. Les racines des mangroves proposant des habitats sûrs pour ces animaux aquatiques. Les oiseaux marins
Les oiseaux marins s'approvisionnent et nichent aux cimes des arbres. Et c'est pourquoi c'est un endroit très intéressant pour l'espèce humaine qui voit dans les mangroves un espèce de stock de poissons, de crevettes, de crabes, etc. Et ces écosystèmes abritent en plus des plantes médicinales. Donc c'est plutôt pratique pour les entreprises de médecine qui donc s'approvisionnent particulièrement dans les mangroves. Par ailleurs, la mangrove aide à la protection contre l'érosion côtière, c'est-à-dire que les effets dévastateurs de certains événements maritimes, par exemple les tsunamis, sont atténués par la présence de forêts de mangroves intactes. On peut dire que en fait, le tsunami de 2004 qui s'est passé en Thaïlande, il me semble, a été largement atténué par la présence de mangroves aux côtes. Ça aurait été beaucoup plus dévastateur s'il n'y en avait pas eu en fait. La mangrove a aussi une certaine valeur économique pour les pays qui en contiennent dans chaque région du monde et c'est estimé en moyenne à 900 000 $ par an par kilomètre carré et ça peut valoir jusqu'à 3,5 millions de dollars en Thaïlande, cette valeur représentant les bénéfices liés à la pêche mais également au tourisme. En effet, un hectare de mangrove représente en un an 400 kg d'espèces aquatiques. Enfin, c'est un filtre naturel contre les pollutions. Son complexe système de racines permet le piégeage des polluants, tels que les métaux lourds et les particules en suspension, comme l'a dit Morgane. Ça permet ainsi le fait que cette pollution n'arrive pas jusqu'aux côtes, donc n'arrive pas jusqu'à la population humaine. Et c'est également un piège pour les gaz à effet de serre. Le carbone étant piégé par les mangroves, et est estimé à 25,5 millions de tonnes par an. Malheureusement, les mangroves sont un peu menacées. L'espèce humaine fait comme en Amazonie, il y a une déforestation des mangroves et donc il y a forcément une perte des terres côtières. Les cultures aquatiques, notamment la culture des crevettes qu'on appelle crevetticulture, implique un déversement d'objets chimiques et le reboisement des mangroves à la limite de l'impossible dans les zones contaminées. Et la pollution par le pétrole, de même que les aquacultures. Vous êtes bizarres, les gars. Pardon. Donc, la pollution par le pétrole, de même que les aquacultures, menace également les mangroves. C'est un peu contradictoire en disant que la mangrove est un filtre naturel, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de pollution fait que les mangroves sont complètement saturées par les particules en suspension et donc n'arrivent plus à piéger vraiment le surplus en fait. Donc les mangroves se meurent peu à peu, malheureusement. Il y a tout de même des perspectives de protection. Donc, partout dans le monde, des appels à la protection des mangroves ont émergé depuis les années 1970, notamment de la part du commandant Cousteau, du WWF ou de Greenpeace, et, ainsi que de nombreux écologues. En France, qui est un pays responsable outre-mer d'un linéaire important de mangroves, particulièrement en Guyane, le Grenelle de la mer, en juin 2009, dans sa proposition numéro 48 intitulée « Mettons en place un programme national pour protéger et valoriser la biodiversité de l'outre-mer », a inclus une sous-proposition qui est d'établir un plan concerté de gestion des mangroves, qui est donc de déterminer celles qui doivent être protégées sur la base de travaux du Conservatoire du littoral. C'est une formulation qui laisse un doute sur le fait qu'on ne veuille protéger que les mangroves menacées ou considérer que certaines pourraient être sacrifiées au développement ou à l'aquaculture. Au contraire, le développement de l'écotourisme, en plus de valoriser ce patrimoine, permet de sensibiliser la jeunesse à la protection de l'environnement. Merci de nous avoir écoutés.